Le pétrole est partout dans nos vies, dans notre quotidien, que ce soit dans le carburant des voitures, le plastique de nos sacs, le bitume de nos routes ou encore le nylon de nos vêtements. Alors question ce soir, peut-on vraiment se passer de l'or noir? Faut-il s'en passer? Décryptage dans ce grand angle alors que débute une semaine présentée comme décisive à la COP28 de Dubaï sur le changement climatique. Avec nous pour en parler, Élise Nakarato, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes experte des conséquences sociales du changement climatique, responsable de campagne climat chez Oxfam France. Avec nous également en direct de Bruxelles, en Belgique, Samuel Furfari. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de géopolitique de l'énergie, en tout cas émérite à l'Université libre de Bruxelles. Vous enseignez toujours à l'ESCP Londres et vous avez présidé la Société européenne des ingénieurs et industriels. Élise Nakarato, commençons avec cette polémique qu'on évoquait en première partie. Les propos révélés par nos confrères du Guardian, le journal britannique, c'était le 21 novembre, on l'a appris hier. Voici ce qu'a dit le président émirien de cette COP28. Aucune base scientifique ne dit que la sortie des énergies fossiles est nécessaire pour atteindre 1,5 degré tollé. Alors donc cet homme, Sultan Al-Jaber, préside cette COP. Votre réaction ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique solide depuis plusieurs années au niveau international qui établit que la sortie des énergies fossiles est indispensable pour réduire le changement climatique et d'autant plus pour le limiter à 1,5 ou 2 degrés, c'est-à-dire l'accord de Paris qui a été signé par tous les pays de l'ONU en 2015. Donc cette phrase, si elle s'avère vraie, est effectivement problématique. On ne peut pas dire, en tant que membre de la société civile, qu'on soit surpris par cette déclaration. Depuis la nomination de Sultan Al-Jaber, nous avons pointé le conflit d'intérêts entre notamment sa casquette de président de la Société pétrolière nationale et sa casquette de président de la COP. Ce qu'on attend maintenant, c'est des actions et des actions concrètes. Le point positif, si je peux essayer de le voir dans ce sens, c'est que pour la première fois, lors d'une COP, on ne peut plus passer à côté du sujet des énergies fossiles. Et ça, c'était vraiment une demande des organisations de la société civile depuis de nombreuses années, de dire, OK, on peut regarder des sujets périphériques qui sont importants aussi, mais tant qu'on ne traitera pas cette question de notre dépendance collective aux énergies fossiles, qui sont responsables de 80 à 90% des émissions de gaz à effet de serre, eh ben, on passera à côté du sujet. Et d'où ce grand angle ce soir sur le pétrole et les énergies fossiles. Samuel Furfari, pareil, une petite réaction de votre part. Il l'a dit, aidez-moi s'il vous plaît, il l'aurait dit selon le Guardian, montrez-moi la feuille de route pour une élimination progressive des combustibles fossiles qui permettrait un développement socio-économique durable, à moins que vous ne vouliez ramener le monde dans les cavernes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais c'est parce que le pétrole est partout dans notre vie, comme vous venez de le dire. Vous savez, on ne consomme pas du pétrole par plaisir ou bien pour avoir envie d'enrichir les gens. C'est une nécessité. Il représente 34% de l'énergie dans le monde et 35% en Europe. Nous dépendons plus en Europe que le reste dans le monde. Donc c'est parce qu'on en a besoin. Personne n'aime le pétrole et personne n'aime les personnes qui s'enrichissent avec le pétrole. Mais il n'y a rien à faire. On en a besoin. Il y a 50 ans, il y a maintenant 50 ans et 2 mois que l'on dit qu'on doit changer tout. C'était à cause de la guerre du Kippour. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a augmenté les consommations de pétrole partout parce qu'on n'a pas trouvé de solution de remplacement. Vous savez, 92% de l'énergie utilisée dans le secteur de transport, ce sont des produits pétroliers. Si on aurait pu s'en passer depuis 50 ans, on l'aurait fait. Malheureusement, il n'y a pas de solution simple. Il y aura peut-être des solutions, mais il faudra être patient, comme dans toute chose. Vous savez, la science montre que pour changer quelque chose en matière de technologie, il faut un siècle. Un siècle. Et donc, vous voyez, on a passé 50 ans à dire qu'on va changer de pétrole. On va peut-être diminuer, mais on ne passera pas de pétrole avant longtemps. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a 28 COP. Pourquoi y a-t-il eu 28 COP? Parce que ce n'est pas évident. C'est facile de dire on va faire, mais ensuite, dans la réalité, on ne parvient pas à le faire. Alors, on va voir justement s'il y a des alternatives. Élise Nakarato, je me tourne vers vous. On sent chez notre invité à Bruxelles, Samuel Furfari, comme un fatalisme presque. Et au fond, a-t-il vraiment tort ? Nous, on pense qu'il y a des solutions. Et quand je dis nous, c'est bien sûr les organisations de la société civile, mais les scientifiques également. Que ce soit
les experts du GIEC, mais aussi l'Agence internationale de l'énergie, l'ONU, décrivent tous et toutes des scénarios qui nous permettent de nous libérer progressivement des énergies fossiles. Effectivement, là où je rejoins le professeur, c'est qu'il n'y a pas de solution simple. Les solutions, elles sont toujours complexes. Alors, les exemples. Elles se basent forcément sur, d'une part, une réduction de notre consommation d'énergie et d'autre part, une augmentation de notre production d'énergie renouvelable et donc non dépendante des fossiles. Mais quand je parle de réduction de la consommation d'énergie, c'est pas simplement éteindre ma box en sortant de chez moi ou mettre le chauffage à 19 degrés. C'est vraiment des transformations sociétales majeures. Consommer moins ? Ça veut dire déjà au niveau collectif transformer nos systèmes de transport pour être moins dépendants de la voiture. Ça a été dit, personne n'est content d'aller faire des pleins à 2 € le litre et de dépenser énormément d'argent et d'être dépendant énergétiquement du pétrole. Mais l'électrique, c'est pas la panacée non plus, nous dit-on. Non, donc, bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une panoplie de solutions, notamment par exemple des transports en commun, mais aussi par exemple un redesign de nos villes pour permettre d'avoir moins de transports entre le domicile, le travail. Donc c'est vraiment des transformations générales. Si je prends l'exemple des bâtiments, l'isolation thermique des bâtiments performante permettrait vraiment de réduire notre consommation d'énergie. Ça passe bien sûr par des opérations comme MaPrimeRénov', mais aussi des opérations plus générales qui permettent globalement de changer. Mais là, vous parlez pour le Nord, des pays du Sud et les pays pauvres, leur parler de primes pour éviter des fuites dans les bâtiments. Et ça, c'est très important parce qu'il y a quand même 1 milliard de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'électricité au quotidien. Donc, quand on est dans une COP qu'on raisonne au niveau international, c'est pour ça que nous, on parle vraiment de sortir des énergies fossiles de façon rapide, mais juste. C'est-à-dire que tous les pays doivent faire leur part par rapport à leur capacité actuelle. On ne peut pas demander la même chose à des pays gros producteurs et gros consommateurs comme les États-Unis ou à des pays qui ont besoin de développement d'énergie pour avoir accès à l'eau, à l'électricité. Donc il y a besoin en fait d'équilibrer entre les pays qui peuvent faire des efforts parce qu'en fait ils ont une consommation de confort et des pays qui ont besoin d'une énergie pour mettre tout le monde à un niveau de vie Alors, qualitatif. les pays riches proposent, en tout cas, Samuel Furfari, une vingtaine d'entre eux, en tout cas, dont les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis appellent, dans une déclaration commune à cette COP28, à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050 par rapport à 2020. Vous disiez qu'il faut 100 ans pour en sortir. Le nucléaire est-elle, selon vous, oui ou non, une alternative ? C'est une alternative, mais permettez-moi de vous dire que l'erreur de base en matière de politique énergétique, je m'en occupe depuis 44 ans, hein, l'erreur de base en matière de politique énergétique est de confondre énergie et électricité. Et tout ce que madame vient de dire concerne surtout l'électricité et pas le pétrole. On ne chauffe pas les maisons avec du pétrole. Et donc vous avez beau mettre des éoliennes... Il y a des centrales à charbon. Hein. Et donc c'est ça le gros problème, c'est que c'est facile de dire on va mettre des éoliennes et des panneaux solaires. Bien sûr, pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui va remplacer le pétrole. Le pétrole est un produit thermique et l'électricité c'est 22%. Donc quand vous vous occupez d'énergie renouvelable, y compris de nucléaire, vous vous occupez d'un 1/5 du problème. C'est là la grosse difficulté. Alors bien entendu, vous avez raison de dire que, ben oui, on va relancer le nucléaire, il était temps, magnifique, mais de nouveau, on va s'occuper uniquement d'une partie, d'un 1/5 de l'énergie. C'est pour ça si que on vous comprend bien, Samuel Furfari, si on vous comprend bien, vous nous dites ce soir que c'est pas le nucléaire qui va permettre de construire des routes et du bitume, c'est pas le nucléaire qui va permettre de construire des vêtements, par exemple. C'est bien ça. C'est bien ça. Une éolienne ne permet pas de construire une éolienne. Un panneau solaire ne permet pas de construire une éolienne. Il faut du thermique, il faut du béton. Vous savez, une éolienne tient debout grâce à un socle en béton de 2500 tonnes de ciment, de béton. Et donc, ça se fait avec du calcaire que l'on chauffe dans un four pour en faire du ciment, des pierres qu'on broie pour en faire du gravier, et tout cela est cuit, et donc c'est du thermique, ce n'est pas des éoliennes. Est-ce qu'on peut rendre cette énergie et ce secteur plus propre? Il y a des compagnies pétrolières, par exemple, qui appellent à ne plus procéder à ce qu'on appelle les brûlures. Ouais, c'est ça. Le torchage. Ouais, le torchage, voilà, pardonnez-moi, je cherchais le mot. Est-ce que cette énergie peut être rendue plus propre? Parce qu'une fois qu'on a dit que le pétrole polluait, bon... Ben, bien sûr, les torchères, c'est un scandale.
Et le principal pollueur en matière de torchère, avant c'était le Nigeria. Maintenant c'est la Russie. Pour des raisons que je pourrais expliquer, mais ça va être trop long. Mais bien sûr que c'est une erreur de brûler du gaz en torchère. C'est un produit précieux. Donc il faut faire le nécessaire pour ne plus qu'on le brûle. Mais c'est pas si évident que ça. Quand vous vous trouvez avec un puits de pétrole au milieu de la Sibérie et qu'il n'y a pas un tuyau pour transporter du gaz, que faites-vous avec le gaz? On peut le réinjecter On précise dans que le le puits, torchage, c'est une pratique consistant à brûler des rejets de gaz à différentes étapes de l'extraction. Il y a donc des compagnies qui s'engagent. Restez avec nous, Samuel Furfari. On vous retrouve dans quelques instants. Que répondez-vous à cela? C'est vrai qu'on bat des records cette année de pétrole, alors que c'est vrai que notre invité l'a dit à Bruxelles, ça fait 28 COP tout de même. En fait, quand on parle de décarboner le pétrole, est-ce qu'on fait du torchage, etc., pour moi, on passe complètement à côté du problème. La question, c'est pas est-ce que dans la façon dont on produit des énergies fossiles, on peut le faire de façon plus ou moins carbonée. En fait, il y a des scénarios scientifiques clairs qui nous disent on doit sortir des énergies fossiles rapidement, d'ici 2050, d'ici la fin du siècle. C'est pas négociable. Ouais. C'est pas négociable. Et la question, c'est comment on le fait. Et effectivement, si on part du principe de on a du pétrole aujourd'hui, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais effectivement, on ne va pas aller très loin. Alors que, je le disais tout à l'heure, peut-être que ça n'a pas bien été entendu, mais le levier numéro 1, c'est la baisse de la consommation. Et effectivement, pas que de la consommation d'électricité, de la consommation d'énergie, la consommation de routes, la consommation de bâtiments, de la consommation, de la consommation en général. Et il faut que cette baisse, elle soit répartis équitablement. Vous l'avez dit tout à l'heure, les pays du Sud global, qui sont beaucoup moins responsables du changement climatique, ils subissent beaucoup plus les effets de ce changement. Donc il faut qu'il y ait une équité entre les pays riches, qui ont la capacité, et les capacités financières aussi. On a vu, pour faire des transformations, les pays mettent la main à la poche. On l'a vu dans les premiers jours, les premières heures de cette COP, il y a eu déjà des avancées sur la question de taxation innovante pour financer les finances. Pauvres, ouais. Voilà, exactement. Il y a des choses qui sont mises en place. Nous, par exemple, chez Oxfam, on plaide pour une taxation des multinationales des énergies fossiles et des multinationales polluantes particulièrement, pour permettre de financer la transition écologique pour tout le monde. Merci beaucoup, Élise Nakarato. Merci également à vous, Samuel Furfari, d'avoir été avec nous pour ce grand temps consacré donc au pétrole et à ces énergies fossiles qui sont au cœur de cette COP28 à Dubaï, qui est censée prendre fin le 12 décembre prochain.